Bonsoir chère Amélia, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie et je remercie bien sûr la Maison européenne de l'architecture de me faire l'honneur d'être votre interlocutrice ce soir. Cette édition des Journées de l'architecture est placée sous le signe du chantier, un terme un peu bruyant mais qui raconte un lieu, le site de la construction, et un temps, la phase de chantier. L'espace du chantier, c'est également celui de l'apprentissage, sinon du partage et de la rencontre des savoir-faire. Toutes ces notions, Amélia Tavella, vous les faites vôtres dans votre pratique de l'architecture, dans la démarche processuelle qui dirige chacun de vos projets. Cette démarche commence toujours par une longue contemplation du site, des richesses qu'il porte. De ce site, vous extrayez la matière brute et composite qui sera le substrat de votre projet. Vous convoquez ainsi l'histoire, la grande histoire, mais aussi toutes les petites histoires intimes et individuelles qui composent un lieu. Et vous convoquez également la nature et le temps qui a passé, et toutes ces vies qui ont laissé des traces derrière elles. Lorsque vient le temps de modeler une théorie, de concrétiser par le projet la sensualité du site, vous préférez être accompagné et bien accompagné. C'est un réconfort humain et intellectuel que vous trouvez auprès d'une écrivaine, d'une plasticienne, d'une sociologue, d'un historien ou encore d'un architecte en chef des monuments historiques. Car votre manière si personnelle de percevoir un territoire et de le raconter se justifie d'autant plus lorsque vous le confrontez au jugement d'une amie ou d'un ami. De toutes ces rencontres transcendantes survient à un moment, le moment de la poiesis, le moment chez Platon où l'idée passe du non-être à l'être, toujours accompagnée à la manière de l'archéologue que vous auriez aimé être, comme le disait Borissotte. Vous évoluez en équipe pour que le site sondé enfante d'un projet sublimant, capable de réconcilier les époques et les usages. Et alors, dès lors que démarre la construction, chacune de vos visites de chantier est un rendez-vous sentimental qui traduit votre amour de la matière, de l'artisanat, de la fabrication. C'est justement pour la beauté, la sincérité et la cohérence de vos projets que votre travail n'a eu de cesse de récompenser ces dernières années. Borissotte l'a évoqué, le prix Mies van der Rohe pour l'architecture contemporaine cette année. Finaliste, oui. En 2021, vous étiez fait chevalier dans l'Ordre national du mérite. En 2017, vous receviez le prix Pierre Cardin de l'Académie des Beaux-Arts. Et un an plus tôt, l'ARVA, l'Association pour la recherche sur la ville et l'habitat, vous attribuait le prix Jeune femme architecte. Et alors oui, vous êtes une femme, mais vous êtes peut-être surtout une femme corse. La sensibilité que j'évoquais plus tôt se retrouve lorsque vous parlez de vos territoires méridionaux, de leurs couleurs, du tempérament sauvage de leurs paysages, comme on peut le voir sur cette image. Né à Ajaccio, vous considérez votre île et la Méditerranée, ce sont vos mots, comme votre matrice, qui modèle votre manière de vous ouvrir au monde et de le regarder. Lors d'une conversation récente avec Emmanuel Capen-Piriou, tenue à l'École spéciale d'architecture de Paris où vous avez fait vos classes, vous concluiez que votre pratique trouvait ses sources, je vous cite à nouveau, dans la réinterprétation de ce qui est déjà là. C'est à partir de cette phrase, de ce manifeste, que je vous propose d'écrire les 3 chapitres qui séquenceront notre discussion. À travers plusieurs de vos projets, nous aborderons votre rapport à l'interprétation dans toute la polysémie que ce terme embarque. Puis nous discuterons du passé, du présent et de l'avenir qui sont convoqués par le terme « déjà ». Et enfin, le « là », un adverbe de lieu cette fois, capable de qualifier à la fois un endroit précis et un horizon proche. Je commencerai, si vous le voulez bien, par rappeler les différentes acceptions du terme « interpréter ». L'interprète, c'est d'abord le traducteur qui fait passer une parole d'une langue à une autre. Mais c'est aussi, dans le sens le plus commun peut-être aujourd'hui, l'idée de donner à un acte ou à un fait une signification symbolique ou teintée d'un avis personnel. Le mot interprétation nous parle donc de traduction, de transcription et d'incarnation. Et ces phénomènes mouvants, je le disais tout à l'heure, sont le résultat d'une collision entre votre manière et vos rencontres. Vous chérissez le dialogue avec l'autre, comme l'illustre votre choix pour une non-conférence ce soir, et de cette articulation entre des disciplines mitoyennes naissent vos architectures vivantes, incarnées et humaines. Vous travaillez en ce moment sur l'aménagement urbain. La télécommande ne fonctionne pas. Vous travaillez sur l'aménagement urbain et la piétonisation de la cité génoise, le plus ancien des quartiers d'Ajaccio. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce projet et nous dire de quelles mains amies vous vous êtes saisis pour l'imaginer ?
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Clémentine. Je suis un petit peu impressionnée. Bon. Si d'aventure je devais dire des bêtises, mesdames qui traduisez, dites ce qui vous semble le plus évident. Hein. C'est très très compliqué de démarrer comme ça parce que vous avez dit quantité de choses qui me touchent et me retournent un petit peu. Et en plus, on commence par la ville d'Ajaccio qui est mon berceau. Alors c'est celui de Napoléon Bonaparte, c'est celui de Tino Ross et puis vous disiez tout à l'heure la grande histoire et la petite histoire, et ben c'est celui de ma naissance aussi. Et mes grands-parents, mes parents ont grandi au cœur de ce quartier. Et la cité génoise, c'est quelque chose de très particulier. C'est le centre ancien de la ville d'Ajaccio. C'est le centre, c'est la zone la plus ancienne qui date peut-être de 1300. J'ai eu la chance, avec Alain-Charles Perrault, architecte en chef des monuments historiques, et toute une équipe de maîtrise d'œuvre, d'être retenu pour m'occuper de l'aménagement paysager et urbain de la citadelle d'Ajaccio qu'on aperçoit tout au fond de cette perspective. Alors, naturellement, quand un appel d'offres s'est présenté pour la cité génoise, j'ai candidaté en tant que mandataire cette fois-ci, en réunissant une équipe très pluridisciplinaire et en me rapprochant de compétences un peu inhabituelles. La maîtrise d'ouvrage a eu la riche idée de nous demander de faire toute une série d'études préalables, consciente de l'acte historique qu'allait être le réenchantement de ce quartier. Il y a une prise de connaissance du lieu et même une rencontre avec le site qui allait avoir lieu entre l'équipe de maîtrise d'œuvre et ce quartier comme on pourrait rencontrer quelqu'un, faire connaissance avec lui, pour ensuite, dans la question qu'il vous pose, lui apporter la réponse la plus pertinente. Et c'est ainsi que je me rapproche, au-delà d'historiens fondamentaux comme Antoine-Marie Gradiane, qui est spécialiste de la Corse et qui a des documents inédits en permanence à nous communiquer, notamment sur la ville d'Ajaccio, au-delà du documentariste Dominique Lanzalavi, qui connaît lui une histoire beaucoup plus festive de la Corse, comme celle du son des guitares, ce lieu historique festif de la ville d'Ajaccio, qui a fait qu'à un moment donné, Ajaccio a résonné jusqu'aux États-Unis dans les années 50. Au-delà de compétences plus classiques comme l'agence APS, qui a une vision extrêmement sensible de l'approche du territoire, avec Jean-Louis Knidel, et puis des BET locaux, dont Pozzo Borgo. Je me suis rapprochée de la sociologue, la socio-anthropologue, qui est aujourd'hui également psychanalyste, et ça n'a rien d'innocent, je pense, Lisa Terrazzone. Lisa Terrazzone, elle est chercheuse au CNRS à Paris, mais elle est aussi ajaxienne. Je la sollicite, elle me dit tout de suite oui, et elle me demande de quelle manière je souhaite qu'elle intervienne. Et j'ai l'idée, parce que c'est chez moi, c'est ma ville, et que j'ai la nécessité encore plus grande d'apporter la réponse la plus juste dans la redynamisation de ce quartier, la reconnexion, la recouture urbaine de toute cette zone avec le reste du centre-ville et la citadelle, acte historique. J'ai la nécessité de me dire que la réponse que je vais donner sera nécessairement la seule et la plus juste. Je ne vais pas le faire seul. Moi, je considère que les architectes, comme les urbanistes, ne sont que des passeurs. Et nous sommes là pour interpréter, avec un geste architectural, un geste avec des pratiques d'urbanisme, les pratiques qu'auront pu nous communiquer, notamment la sociologie, de tous les habitants qui vivent dans ce quartier-là. Alors nous sommes partis avec la socio-anthropologue Lisa Terrazzone en quête de l'âme de cette ville, l'âme de la ville d'Ajaccio, avec les outils de l'anthropologie qui cette fois-ci n'allaient pas être utilisés de façon quantitative, statistique, tout ça, on connaît très bien
je voulais quelque chose de sensible. Donc, nous sommes allés avec un questionnaire, une enquête. On a rencontré une quarantaine de personnes avec des questions très sensibles et avec du qualitatif. Et on a pu exhumer de toutes ces rencontres dans des âges très différents pour vraiment avoir un aperçu réaliste de ce qu'étaient ces pratiques avant, aujourd'hui et plus tard dans ce quartier. On a pu mettre à jour notamment une pratique qui s'appelle la spacidiate. Ça veut dire déambuler en français. Je ne sais pas comment on le dit en allemand, se promener peut-être. Et on se rend compte qu'Ajaccio, qui est une ville méditerranéenne qui a sa singularité, et qui se distingue de beaucoup de villes de Corse par le fait d'être très proche plutôt de villes italiennes dans cette dolce vita, je dirais. À Ajaccio, la sociabilité en ville se fait en marchant. Et là, vous vous rendez compte que la cité génoise, avec ces quelques rues, ces quelques axes majeurs qui la traversent pour rejoindre, pour aller du centre-ville à la citadelle, eh bien, finalement, ce sont des terrains de jeu qui sont aussi importants que des places publiques, et notamment la place du Diamant qui est juste à côté. La sociabilité se fait en marchant, et puis on s'est rendu compte que des rendez-vous étaient donnés depuis toujours, finalement, à des heures précises. Les Ajacciens s'habillaient et allaient déambuler. On appelait ça le passe-Évène, aller-retour. Et on se montrait pour discuter. Les appartements étaient petits, les gens n'avaient pas énormément d'argent. Donc le prolongement naturel de l'appartement était dans la rue. Et puis, cette nécessité, le besoin de pousser les murs parce que les surfaces étaient trop petites a peut-être disparu, mais ce désir-là s'est transmis de génération en génération et ces modes de vie entre soi existent toujours. Et cette façon de s'accaparer la rue aussi. Donc quand vous avez conscience de ces choses-là, vous n'allez pas faire un projet de la même manière que si nous avions considéré que c'était des axes simplement passants. C'est des axes sur lesquels on va stationner, se retourner, déambuler. Enfin, il y a toute une façon presque, une procédure pour ce type de déambulation. J'ai eu le désir donc de m'associer avec cette femme, sociologue, anthropologue, spécialiste de l'altérité, pour que la ville d'Ajaccio profite de sa connaissance de la sociologie ajaxienne et que ensuite et bien à la fin, on soit en mesure de le traduire dans une intervention réelle. Je crois que certaines images arriveront plus tard, mais pourront décrire la procession de Charles Bonaparte aussi, qui fait partie des choses qui vous ont inspiré dans la manière d'appréhender cette ville. J'ai l'impression que cette manière de marcher... Il me semble que quand vous faites quand vous avez ce genre de démarche, c'est une enquête, mais sous toutes ses coutures, parce qu'on va explorer toute la carte d'identité complète de la ville jusqu'à son histoire la plus profonde et des liens se font assez naturellement entre les choses. On parle de déambulation, eh bien, assez naturellement, Antoine-Marie Gradiane nous a sorti une procession de Charles Bonaparte qui datait de 1700 et quelques, document inédit. Charles Bonaparte, qui est le père de Napoléon Bonaparte. Voilà, pour la petite histoire, ou la grande histoire. Voilà cette procession que l'on voit ici, qui identifie 7 points. Eh bien, pour nous, c'est le prétexte de ne jamais faire les choses gratuitement, bien sûr, mais de se dire que cette procession, eh bien, elle servira de trame, elle servira de trame ponctuée de points importants pour révéler l'invisible et pointer tout ce qui est toujours visible dans le cadre, par exemple, d'une déambulation pour découvrir un patrimoine architectural au cœur de cette cité génoise où plein de petites choses sont
sont à regarder sous un autre angle pour les découvrir. Et vous imaginez la richesse pour un architecte, entouré d'autant de savants, vraiment, dans des compétences aussi variées. C'est certainement pour moi une façon de me rassurer d'ensuite donner naissance, parce que j'imagine vraiment ça comme une maternité dont on serait tous un peu les géniteurs, je dirais, du projet. À un projet qui est vivant. J'ai toujours souhaité donner une dimension organique à mes projets, qu'ils soient bâtis ou que ce soit de l'ordre de l'urbain. Et ce protocole de travail qui est réellement empreint de sensibilité et de connivence avec un site me permet de faire le lien avec le projet suivant, votre projet pour une exploitation vitivinicole d'exception, le château de Nalis à Châteauneuf-du-Pape. C'est cette fois au travers d'un texte, donc voilà le château de Nalis, c'est au travers de 2 textes notamment qui seront présentés ici, de l'écrivaine Nina Bouraoui, que vous avez cette fois traduit, interprété et révélé la poésie de ce site productif. Je cite un extrait de son texte, Nul bien sans peine. Vignes et pierres massives, vignes et bois précieux, un château est aussi l'histoire de ceux qui le possèdent. Son sol sera marqué de leur blason. Rien ne rompt, tout se tient et se répond. Le château regarde la nature et la nature le regarde. L'un n'existe pas sans l'autre. Dans le ventre du château, le vin prend vie. Sang de la terre qui le nourrit, le vin est un roi qu'il faut honorer. Donc ces lignes absolument magnifiques me font penser, je me permets de citer le poète allemand Friedrich Hölderlin, qui concluait ainsi son hymne Andenken, pardonnez mon allemand, citation que je vous lis dans la traduction française de Philippe Jacotet, « Mais les poètes seuls fondent ce qui demeure ». Ces fondations que pose le texte de Nina Bouraoui sont-elles l'interprétation dont avait besoin votre projet ? Chaque projet, on en verra un certain nombre ce soir, mais effectivement, chaque projet que j'ai la joie de découvrir et de décortiquer, la première étape, celle dont vous parlez, c'est à chaque fois d'aller chercher le protagoniste idéal. Comment faire château en 2024 ? C'est un sujet d'une très grande complexité, encore plus quand on a, encore plus et en même temps, c'est une richesse folle quand il s'agit de la famille Guigal. Quand j'ai participé à ce concours, donc il y a eu un engouement terrible pour ce concours international qui a été lancé il y a peut-être 1 an et demi maintenant. J'y suis allée sans avoir jamais construit de domaine viticole et encore moins de château. Donc ce bâtiment-là se constitue à la fois d'un process viticole et vinicole à part entière, assez exceptionnel, fait à la main de la famille Guigal. Et puis surtout sur la partie avant, la façade, je dirais, de la cour d'honneur de ce bâtiment, toute une quantité d'espaces de réception pour rencontrer justement ce qu'est le vin et notamment un musée. Et je me suis plongée à corps perdu dans ce qu'était qu'un process ce que c'est qu'un process vini et viticole pour maîtriser à peu près les choses. Et je me suis rapprochée effectivement de l'écrivain Nina Bouraoui, qui a une grande qui a le talent de savoir décrire avec une beauté folle la nature. Je pense qu'on a une nature absolument exceptionnelle qui entoure ce site. Il fallait la révéler. On a commencé par la révéler par les mots. Cette mise en récit qui a été faite dans nos discussions et que Nina a restituée ensuite dans plusieurs textes, elle permet de faire le lien comme on aurait peut-être beaucoup de mal à le faire si on ne le faisait pas par écrit avant. Moi, je dis souvent que j'écris... Enfin, le langage, pour moi, la parole, les mots sont aussi importants que le dessin. Il fallait que je puisse connecter, mettre en relation la nature comme un dieu
à cette famille Guigal dont justement le blason est nul bien sans peine. Donc il y avait une espèce d'hommage à rendre à la fois à ce que nous offre cette terre en permanence et au travail que fournit cette famille depuis plus de 3 générations. Et c'est aussi le lieu d'un projet particulier que vous allez construire en pierre structurelle, si je ne m'abuse, à partir de pierres issues de carrières locales, mais éventuellement aussi du site, c'est ça ? Absolument. Je crois que le dénominateur de tous ces projets, il y a effectivement cette poésie, cette mise en récit permanente, ce dialogue avec une personne étrangère qui viendra apporter un éclairage, qui viendra enrichir le projet, et puis systématiquement une approche d'exemplarité. C'était d'autant plus important sur ce projet du château de Nalis, où je suis associée à Franck Boutet. C'était d'autant plus important que je voulais que l'on construise à la manière dont la famille Guigal fait du vin. Et je voulais aussi que notre bâtiment, dans sa simplicité, dans la propriété de son enveloppe, suffise à apporter au vin tout le confort dont il avait besoin pour être le meilleur possible. Je dis souvent que j'ai mis toutes mes compétences de jeune architecte et toutes celles de mon groupement au service du client le plus capricieux que je connaisse, c'est le vin. Le vin est extrêmement fragile, extrêmement, lunatique, et il faut vraiment lui apporter une hygrométrie et des températures extrêmement maîtrisées, le protéger du soleil. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et si on veut qu'il donne le meilleur de lui-même, il faut en prendre soin. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir réussi, grâce à Philippe Clément, le bureau d'études Bâti-Cerf, de se contenter donc de la mise en œuvre d'une pierre d'une certaine épaisseur, à moins de 50 km du site du château de Nalis, pour trouver toutes ces caractéristiques dont avait besoin l'espace qui abrite les espaces de vinification du vin. Et c'est effectivement de la pierre. Sur des hauteurs considérables, sans point d'appui intermédiaire, on a pratiquement 20 mètres de portée. C'est assez exceptionnel comme objet. Et effectivement, la pierre vient de carrières locales, et le peu de béton que nous utilisons sur certaines zones du projet vient du concassage des matériaux de démolition du domaine que nous démolissions, déconstruisons. Tout est réemployé, réutilisé. Toute cette translation que vous opérez entre le territoire, puis les mots, puis l'architecture, c'est vraiment une infinité de précautions que vous prenez pour ne jamais trahir la vérité du contexte. Ça révèle tout de même un vrai soin que vous portez au site de projet. Et on n'a pas d'image à diffuser pour ce projet qui est actuellement en concours, pour lequel vous concourez vraiment à l'heure actuelle. Elle est nécessaire, cette considération, donc, lorsque vous cherchez à l'incarner sur un terrain qui est vulnérable, qui est meurtri, qui est blessé. Je fais référence à un concours pour lequel donc, vous vous êtes présélectionné pour la conception d'un musée sur le site d'un ancien camp de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Un ancien camp de prisonniers allemands. Oui, et donc un cas de figure assez rare en plus, camp de prisonniers allemands séquestrés par les Américains après le débarquement. Et donc sur un site où se confondent cette douleur et l'écho d'une horreur encore proche, comment est-ce qu'on peut concevoir, construire un établissement culturel digne ? Moi, je crois que dans ce genre de contexte extrêmement délicat, bon, déjà, ce sont des heures et des heures, des jours et des jours même, et des semaines de rencontres avec cette histoire. Et puis, il se passe quelque chose dans toutes les règles d'un camp, comme ça, de captivité. Il y a des personnages qui vont se distinguer avec une façon de faire très particulière. Et qui vont apporter ce que tout le monde souhaite, j'imagine,
c'est de l'inattendu. Et finalement, une forme d'amitié sur des gens, sur des personnes qu'on pouvait dire ennemies. S'il y a tout un travail sur la mémoire à faire, on connaît le devoir de mémoire, on connaît l'importance de venir rappeler ce qui a pu se passer. Ici, on va bien au-delà de ça, puisque on vient parler d'une façon très particulière qu'un homme a pu nouer des amitiés avec ses propres prisonniers. Je n'ai pas la possibilité de vous parler du projet, mais le concours s'achèvera bientôt, on saura. Mais je me demande si tous ces projets que j'ai faits plus tôt, avec comme à côté de moi des artistes, des sachants, tous avec des spécificités, tous avec des expertises particulières, ce n'était pas justement pour m'amener à ce genre de projet et que je sois capable en tant qu'architecte d'apporter une réponse qui aille bien au-delà des compétences que l'on peut avoir en tant que bâtisseur. Je ne sais pas si c'est réussi, mais ce que je peux dire, c'est que j'y ai tenté de traduire une force et de donner énormément de sens à ce qu'on a fait là. Et la mise en récit, cette fois-ci, elle est totale. Et c'est en ça que l'écrivain qui m'accompagne, Nina, a, cette fois-ci encore plus que les autres, carrément participé au dialogue qui a permis à la genèse du projet. Et moi, j'invite tous mes confrères, consoeurs, à nous rapprocher de gens de spécialités comme celle-ci, comme peut l'être un poète, un philosophe, un écrivain. On a besoin de ces spécialités-là pour construire la ville de demain. Voilà. Merci. On va passer à la projection d'une vidéo pour le projet qui vous a probablement rendu célèbre à l'international, le Couvent Saint-François. Je profite donc de cette feuille temporelle pour vous proposer d'aborder le deuxième volet de notre conversation, le sujet du temps, de la coexistence des temporalités qui se croisent dans les projets que vous menez. Je le mentionnais tout à l'heure, le déjà, ça exprime une préexistence, une présence et pourquoi pas une éventuelle ultériorité, une forme de permanence du projet d'architecture. Pour l'exposition Noces que vous présentiez cet hiver à la Galerie d'Architecture à Paris, Nina Bouraoui écrivait, entre autres bons mots, « L'architecte invente depuis l'origine, depuis un lieu et pour une espérance. Son geste suit les sillons visibles et invisibles du passé. » Dans le couvent Saint-François, situé au cœur de majestueuses montagnes du sud de la Corse, vous avez bâti un rapport sensoriel, constructif et matériel avec un patrimoine fragile fait de ruines granitiques et d'un précieux figuier. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce lieu et son rapport au temps ? Ça pourrait être très long, hein, mais c'est... Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de la dimension organique que prennent pour moi les bâtiments, je crois qu'on ne le ressent, je ne l'ai jamais plus ressenti que sur ce bâtiment-là, avant même d'y toucher. Et avant même de m'y autoriser à y toucher, justement. Et c'était tour à tour un château défensif, un monastère, donc un espace interdit, silencieux. Et les moines ont toujours eu ce talent d'aller trouver des lieux avec un contexte d'une beauté folle. Là, on est au cœur du cirque des montagnes de l'Alta-Rocque, en Corse. Devant nous, à nos pieds, nous avons une oliveraie qui est toujours cultivée, d'ailleurs. Et puis derrière, dans cette colline, un cimetière. Donc autant vous dire que ce lieu possède une charge énergétique absolument folle. Et il était totalement effondré sur plus de la moitié de ce qu'il était. Il était abandonné depuis, je ne sais pas, peut-être 70 ans.
Il ne s'y était plus rien passé. Et puis il a à côté de lui cette église qui est comme sa sœur. C'est comme c'est comme un frère et une sœur qui scrutent leur village. Et il y avait un figuier effectivement qui était là et qui était devenu structurel au fil des années. La nature avait complètement repris ses droits et je trouvais très beau l'idée de se dire que c'est elle qui en avait fait une ruine, puisque c'est elle qui l'avait petit à petit, avec la force des éléments délité de toute la chaux qui pouvait en faire les joints des pierres. C'est elle qui avait fait s'effondrer petit à petit les choses. Et puis ensuite, je dirais que les habitants s'étaient occupés de faire du réemploi avant l'heure, en récupérant les pierres qui s'étaient effondrées. Et puis la nature a poussé et l'a finalement protégée. Et cette dégradation s'est arrêtée. Et il a fallu se séparer de ce figuier, parce qu'il fallait qu'on reconstruise là où lui s'était implanté, puis il a fallu faire toute une série de restauration de la partie conservée, de la partie qui était en ruine, avec l'aide de l'académicien Alain-Charles Perrault, extraordinaire professeur pour moi, et qui m'avait laissé carte blanche sur cette extension que j'ai décidé de faire en cuivre. Donc ce figuier, nous n'avons pas pris le soin nécessaire pour faire les choses en douceur et dans un délai suffisant, a fait qu'une partie du bâtiment s'est effondrée. J'ai pris ça comme un signe, j'ai pris ça comme une leçon. J'ai compris qu'il fallait, dès lors, apporter un soin absolu à chaque geste que nous allions avoir sur ce bâtiment, que ce soit dans la partie contemporaine ou dans la partie rénovée. Et c'est un chantier qui a été extrêmement éprouvant pour tout le monde. Je dis souvent, il y a une procession, on parlait de procession à Ajaccio, là il y en a encore une autre, vous vous rendez compte qu'en Corse on parle beaucoup de sacré. Il y a une procession qu'on appelle le Catenaccio, dans le village de Sainte-Lucie-de-Talane, qui est connu un peu, au moins au niveau national. Et c'est un homme qui porte une croix sur son dos de plus de 70 kilos, il a les jambes enchaînées et il marche comme ça, pieds nus, et il fait peut-être 2 kilomètres pour rejoindre le couvent. Eh bien moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça pendant 6 ans, le temps des études et du chantier de ce bâtiment, que ça a été mon baptême pour véritablement devenir architecte, et j'ai tant souffert, et il me le rend tant aujourd'hui, que je me dis que j'ai peut-être pas trop mal fait mon travail. Vous étiez jeune architecte à ce moment-là, et pourtant absolument, vous avez c'était un projet de 2015. Vous avez eu cette intuition de construire un volume et donc de préserver ces ruines, de respecter la ruine, de la laisser vivre en lui donnant une sorte de renaissance, de résurrection. J'adorais l'idée de précipiter la ruine. Je ne théorise rien, je crois que c'est important de le dire. Ensuite, comme ce bâtiment a beaucoup voyagé, on m'a beaucoup parlé des différentes théories qu'on peut avoir autour de la ruine, des regards de plusieurs théoriciens. Moi, j'ai fait les choses de façon très très spontanée, et j'avais juste envie de précipiter ce temps où j'allais m'emparer de ce bâtiment et faire en sorte que cette grève contemporaine embrasse, je dirais, le bâtiment existant. C'est un bâtiment qui convoque une matérialité très particulière. On a donc les blocs de granit d'origine, et vous apportez une peau de cuivre, qui est quand même un matériau qui évolue dans le temps et de manière assez remarquable. Ce rapport au matériau, à l'artisanat, c'est lors de ce projet-là que vous le convoquez pour la première fois dans votre pratique ? Je pense que ça s'est passé un peu plus tôt. J'avais livré mon premier bâtiment peut-être en 2013, et je fais un centre culturel sur la rive sud d'Ajaccio avec une halle au marché tout en cuivre. C'est 1600 mètres carrés de cuivre. C'est ma première rencontre avec ce matériau. Quand il a fallu décider de la peau de ce bâtiment, quelques années plus tard, je leur ai trouvé en fait des dénominateurs communs là où on n'aurait pas eu l'idée d'aller chercher, je dirais. Le cuivre n'est pas forcément une ressource locale, mais j'avais envie d'avoir un matériau qui soit à la hauteur de la noblesse du granit.
J'avais envie d'un matériau qui ait la même dimension organique. Moi, j'appelle leur enveloppe, pour moi, c'est véritablement de la peau. Et je donne une dimension très, très sensuelle à l'enveloppe de chacun de ces bâtiments que je réhabilite ou que je construis. Et le cuivre avait la possibilité, je dirais, de venir se patiner. D'abord, il éblouissait le granit qui est à côté de lui, et puis il avait la possibilité de venir se patiner dans un temps assez rapide, un temps record, pour adopter, je dirais, sa première peau avant qu'elle ait fait sa propre mue. Après, on sait que construire en Méditerranée, construire dans de la pierre, c'est percer de façon raisonnée, on se protège du soleil, ce sont des murs épais. Il fallait trouver une astuce pour faire penser que cette extension métallique sur ossature légère, cette peau, c'est comme de la dentelle, avait quelque chose de massif. Et naturellement, on a pensé avec un des meilleurs ouvriers de France, qui a façonné chacun des éléments de cette façade, Antoine Lorenzi, pour KME, on a façonné, perforé, micro-perforé avec des dimensions assez différentes. Chacun de ces panneaux quand il fallait offrir une vue depuis l'intérieur. Et donc on offre une expérience assez incroyable dedans, parce la lumière rentre un petit peu à la manière de vitraux, ce que l'on peut vivre dans l'église qui est juste à côté. Je n'ai pas complètement reconstruit ce bâtiment tel qu'il était au départ. J'avais la possibilité de faire jouer mon imagination dans la mesure où toutes les archives de ce lieu ont disparu. Donc je pouvais aussi avoir mon couvent fantasmé. Il n'empêche que je reconstruis quand même sur l'épure de ce qui n'est plus là. Et que je laisse libre, vous voyez ce que l'on voit ici, vers le cimetière. Je décide de ne pas reconstruire cette partie-là parce que je trouve qu'elle offre une perspective sur le cimetière et un équilibre entre ces deux bâtiments qui lui donne sa singularité d'aujourd'hui. Ce rapport au temps, on y reviendra, à l'usage possible d'un espace par les habitants d'une commune. J'aimerais revenir sur cette question donc, de la matérialité que vous convoquez. Vous m'aviez, lors d'un précédent échange, parlé de cette terre cuite que vous avez utilisée comme revêtement de sol. C'est l'artisan qui fabrique cette terre cuite en Provence, en France. À Salerne. À Salerne, exact. Vous l'avez également convoqué pour un autre projet auquel on va peut-être pouvoir passer, qui est l'école Simone Veil de Villeurbanne. Absolument. C'est un artisan qui a réalisé donc, la façade en briques, une façade en briques extraordinaire. C'est assez exceptionnel. Je rencontre Jérôme Mellerio, de la société Terre Cuite des Launes, quand je réhabilite un château en Provence, château du Seuil. Et j'utilise cette terre cuite pour des usages tout à fait classiques. Au sol, dans toutes les parties des salles de bain, parfois en faïence contre les murs. Et quand je commence ce concours avec Pauline Guerrier, dont on parlera ensuite, on a une approche très particulière parce qu'elle-même est partie au Bénin en résidence d'artiste à la Fondation Zinzou, alors qu'elle est parisienne au départ, pendant que nous sommes en train de faire ce concours. Et on va faire de cette distance et de cette difficulté à communiquer, je dirais, avec des moyens contemporains, on va faire de ça une mise en récit. Et je pourrais presque dire qu'on raconte son voyage sur ces façades. Parce qu'elle visite il s'agit d'une école, donc on avait le désir de donner à ses enfants une vision sur des valeurs particulières. On veut aller au-delà de la ZAC de la Soie, on veut aller au-delà de la ville de Villeurbanne, on veut donner, et c'est aujourd'hui nécessaire, des valeurs qui sont beaucoup plus universelles aux enfants. Ici, on va parler d'identité et de partage. Il se trouve que
Pauline, pendant que l'on est en train de monter la volumétrie du bâtiment, visite un petit village à côté de la Fondation Zinzou et elle rencontre des enfants qui ont sur le visage des scarifications. Ils portent ces scarifications qui sont les mêmes que l'on retrouve sur les huttes qui constituent le village. Et elle revient bouleversée avec des échanges qu'elle a eus avec ses enfants, ses familles. Et elle nous parle de cette terre. On le restitue avec une terre cuite. Le lien se fait naturellement avec Jérôme Mellerio, avec qui j'avais fait le couvent de Sainte-Lucie-de-Talane et le château du Seuil. Je saute un petit peu une étape parce qu'en réalité, avec Pauline, on va communiquer uniquement avec 3 couleurs, le blanc, le gris, le noir, pour donner des inclinaisons possibles de la brique qu'elle allait mettre en place par la suite, qui allait représenter le motif que l'on retrouve sur cette façade. Pauline travaille depuis des années sur l'empreinte, sur les lignes de vie. C'est ce qu'on retrouve un peu sur la main d'ailleurs. Et donc c'est ces éléments-là qu'elle voulait restituer sur cette façade. On lui a donné, nous, une règle du jeu en lui disant « tu peux passer là, tu peux passer derrière ce moucharabier ». Enfin, on a défini des modules assez simples dans leur géométrie, même si ils ont été très compliqués à exécuter. Et elle est venue comme un calque se poser avec son dessin sur notre bâtiment. Et puis ensuite, on l'a nous-mêmes réinterprété sur nos logiciels. Le fameux village auquel je fais référence utilise justement ces inclinaisons de briques pour servir de moucharabier, pour se protéger du soleil. Elle se rend compte qu'avec 3 inclinaisons, elle arrive à obtenir un dessin qui fait vivre cette façade toute la journée. Et pour moi, on avait déjà expérimenté à 2 reprises déjà cette collaboration avec Pauline Guerrier, qui est plasticienne, sur 2 autres écoles, à Loumio et à Cabriès. Et je trouvais presque comme un cadeau de lui offrir un support de réflexion qui soit à l'échelle d'un bâtiment et de sortir du 1% artistique classique qui consiste simplement à venir accrocher un objet artistique une fois un bâtiment construit. Je voulais vraiment, et nous avions cette intention commune, que son geste et le mien se rencontrent. Et que c'était également une mise en récit, même si Nina n'était pas passée par là, de raconter, de venir restituer ce qu'elle avait vu un petit peu plus tôt en Afrique, sur la façade de ce bâtiment. Et pourquoi choisir d'implanter cette arborescence, ce trait très organique, sur une école? Quel rapport est-ce que vous tissez entre cette façade et le lieu de l'éducation, le lieu de la croissance des enfants? Vous avez remarqué que ce bâtiment est étagé, que la maternelle monte progressivement vers l'élémentaire. Il y a une forme d'élévation. Cette notion de l'élévation et de l'enfant qui grandit, on l'avait déjà expérimenté sur l'école de Loumio, où je construis avec Pauline en restituant les courbes de niveau du site dans lequel l'école s'installe. C'est un site avec une très forte déclivité en Corse. Nous avions mis en place comme des escaliers philosophiques avec une histoire d'ascension. Mais c'est un petit peu ça qui se produit sur le geste que l'on a eu sur cette façade-là. Et tout cet exercice d'intégration du temps, il vous permet d'envisager le projet comme un processus que vous menez dans la durée. Je vais passer à un autre projet. Ça postule peut-être que l'architecture, votre architecture, ne résulte pas en un projet fini, achevé, mais qu'elle constitue un des points d'étape d'un continuum qui est partagé, co-construit, co-conçu. Et donc, outre ce magnifique sujet de la peau que nous venons d'évoquer ensemble, je termine avec cette image qui est quand même sensationnelle. Outre ce magnifique sujet de la peau qui mue, vous avez récemment remporté le concours visant la démolition, la reconstruction et l'extension du spa Obalia à Ballaruc-les-Bains, qui est une ville thermale gallo-romaine, située juste à côté de Sète.
dans ce projet, dans tout ce projet, l'eau est omniprésente. Les mots le sont aussi, vous m'en parliez plus tôt. L'eau est omniprésente, mais elle est à la fois louée pour ses vertus curatives et d'un autre côté, elle est fautive d'un grignotage de la pierre. Un peu comme la nature tout à l'heure. Exactement. Est-ce que vous pouvez parler du fait que cette eau devient un paramètre fondateur de votre projet? Alors, en préambule, je dirais, enfin, il y a quelque chose qui me saute à l'esprit, c'est de dire que la nature nous impose une forme de respect, sinon elle nous dévaste. Elle a cette force qu'aucun humain n'a. Si on sait l'apprivoiser, à moins que ce soit l'inverse, je ne sais pas, mais les propriétés de l'eau dont on parle sont extraordinaires. L'eau de Ballaruc-les-Bains, c'est le plus grand centre thermal de France. C'est le seul centre thermal méditerranéen. Là, on voit le bâtiment qui n'est pas encore rénové. C'est le bâtiment qu'on démolit et que l'on reconstruit. Elle est carrément, comment dire, remboursée par la sécurité sociale. Les cures qui se déroulent là-bas sont remboursées par la sécurité sociale, tant les caractéristiques comment dire, pour soigner les gens sont importantes. Et indépendamment de ça, elle détruit tous les systèmes qui peuvent la canaliser, l'abriter. Elle réduit les bâtiments. Elle est extrêmement dangereuse pour les bâtiments. Donc, moi, je suis arrivée avec la même fraîcheur que pour le château de Nalis, avec un process vinicole. Là, je suis arrivée face à un process d'eau thermale extrêmement complexe. Je suis revenue à une question élémentaire. On est sur un site gallo-romain. Je me suis dit que la seule matière qu'elle n'allait pas attaquer était forcément la pierre. La pierre qui était à l'origine dans toutes les vestiges romains que l'on retrouve aujourd'hui dans cette ville et qui sont mis à jour assez récemment. Et je trouvais ça invraisemblable que cette ville qui a une eau thermale d'une si grande qualité et qui porte des vestiges gallo-romains d'une telle valeur n'ait pas un lieu qui lui ait rendu hommage jusque-là. Donc on décide de le faire avec effectivement le calque, je dirais, le calque bleu qui est celui de l'eau, le chemin de l'eau, celui des mots qui vont nous guider à travers... J'aime beaucoup l'idée de parcours et c'est ce que l'on essaie de faire dans chacun de nos bâtiments, travailler sur le point de vue, et puis de façon encore plus spécifique, travailler sur un jardin botanique méditerranéen qui vient accompagner cette espèce de temple en pierre massive. On sent que juste avant ce projet-là, j'ai fait le château de Nalis et que j'avais à nouveau envie d'explorer toutes les vertus de la pierre. Et c'est un projet que vous avez à nouveau co-conçu avec Nina Bouraoui, qui a écrit un texte donc, dont les mots sont gravés partout dans cette pierre. Absolument. On lit, je peux repasser sur le texte, j'en lirai pas d'extrait, mais l'eau, notre premier royaume. Donc cette idée. C'est un hommage à l'eau, après l'hommage au vin, un hommage beaucoup plus raisonnable à l'eau. Et l'idée de ce cycle de l'eau, de cette source, j'imagine qu'il y a toute une symbolique sur laquelle vous avez travaillé en superposant une architecture thermale qui est tout de même assez marquée, avec cette symbolique très puissante qui se retrouve à la fois donc, dans ces mots qui courent le long de la pierre et cette eau omniprésente qui court elle-même, qui trace des sillons partout. J'étais ravie qu'on soit lauréat de ce projet et en même temps un petit peu inquiète de la façon dont j'allais réaliser ce dôme en pierre et faire sortir l'eau ainsi. Et ça caractérise un petit peu chacun de mes projets. Il y a toujours quelque chose d'assez fou, un pari, un challenge, et il faut qu'on tombe face à des maîtres d'ouvrage qui soient aussi curieux que nous pour avoir l'audace de nous retenir et de nous laisser mener ces projets jusqu'au bout. La maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence, une maîtrise d'ouvrage éclairée qui... Publique, commune de Ballaruc-les-Bains, exceptionnelle, et en même temps des techniciens hors normes sur justement la connaissance
de la qualité de leur eau. Ce bâtiment fonctionnera aujourd'hui parce que nous avons tout comment dire, nous avons tous les retours dont ils ont bénéficié, enfin, qu'ils ont vécu comme des leçons assez compliquées, hein, de différents dysfonctionnements, pour éviter de refaire la même chose sur ce bâtiment innovant. Je me permets un petit pas de côté en passant à un autre projet du sud de la France, l'autre sud, dans la commune de Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône, l'école Auguste Benoît. Donc, c'est un bâtiment que vous avez livré l'an dernier et qui arbore dès le programme des Heures de Palimpseste, puisqu'il s'agissait de démolir et reconstruire une école donc, qui accueillait initialement 5 classes, vous en offrez 15. Comment est-ce que ce projet et tous ces occupants vous ont permis de penser l'évolutivité d'un équipement public qui est celui de l'école, dont les sujets et les occupants eux-mêmes sont en perpétuelle évolution? Moi, j'aime beaucoup cette école Auguste Benoît, je l'appelle l'école fossile. Et on a réussi à restituer dans sa concrétisation, dans sa construction, l'image qu'elle avait au moment où nous avons fait ce concours. De la même manière que pour l'école de Loumio ou l'école de Villeurbanne. C'est l'idée de se dire que cette école vient arrêter l'urbanisation et que nous avons une double perception. Cette école, elle est face à un champ. Elle arrête l'urbanisation d'un côté parce que le village vient s'arrêter sur elle. Elle est la dernière estanque. Donc il fallait absolument trouver des moyens techniques de minimiser un maximum les hauteurs que nous allions imposer à ce rez-de-chaussée avec un R+1 ponctuel. Et on l'appelle l'école Python aussi parce qu'elle est au pied du Python de Cabriès et qu'à mon sens, elle se faufile comme un serpent. Et pas question d'accastillage, on est plein sud, et bien là, on vient fabriquer, inventer, comme on l'a fait pour Villeurbanne avec les mouchards habillés en terre cuite sur mesure, on vient inventer des brises-soleil en pierre. Avec la sensation que cette école est sortie de terre et qu'on y retrouverait presque les stigmates de cette naissance, cette émergence de la terre, et penser qu'elle a toujours été là. D'ailleurs, elle a sur le toit 2 parcs qui nous permettent de penser qu'effectivement, elle a toujours la terre végétale qu'elle porte sur son dos. Sur la question de l'évolutivité, indépendamment des structures que l'on pense de façon à limiter les éléments porteurs pour que la collectivité puisse réadapter le plus possible ces bâtiments dans le temps, parce qu'on est censé s'inscrire dans une forme d'éternité, même si ça peut paraître un peu pompeux de le dire. Moi, j'aime imaginer dans chacun de mes programmes des espaces capables, des espaces en plus à laquelle la collectivité n'avait pas forcément souscrit. Et regardez là, on dirait que la maison est posée sur son toit. Je dirais que dans ce cas-là, j'ai fait de la salle de motricité de la maternelle, par exemple, un espace qui devient un espace scénique hors temps scolaire. C'est un espace qui se trouve, vous voyez cette petite salle de motricité, elle s'ouvre complètement. On a réussi à créer des vitrages qui s'ouvrent absolument complètement pour qu'elle devienne saine et que tout l'espace que l'on voit ici, mais il nous aurait fallu le plan de masse pour mieux comprendre, mais l'espace que vous avez à l'avant devient un espace de gradin nous permettant l'espace vert, voilà, qui est juste devant, est devenu, qui était une parcelle privée. Eh bien, la collectivité a souhaité faire l'acquisition de cette parcelle et nous sommes en train de le transformer dans une tranche numéro 2, un véritable espace qui va accueillir les gradins pour cet espace scénique qui est en face. De la même manière que de l'autre côté de l'école, côté façade nord, comme j'aime beaucoup avoir des bâtiments qui sont systématiquement traversants, parce qu'on travaille énormément sur la confort des écoliers, avec notamment l'usage du bois dans toutes ses dimensions. On a réussi à... On était contre une rue, la rue Saint-Pierre, qui est une rue emblématique du village de Cabriès.
qui est marqué par des petits escaliers en restant très très agréables qui permettent de déambuler, de rejoindre le haut du village. J'ai créé par mimétisme cette même rue à l'échelle des enfants, à l'intérieur, derrière un mur existant classé. Ça met l'école à distance, on profite d'une double orientation et elle finit par mener sur un jardin auquel l'école n'avait pas pensé, qui n'était pas dans sa programmation, mais qui offre une possibilité d'avoir d'autant plus de classes qui ouvrent sur des espaces extérieurs. Je pense au réchauffement climatique et je pense au fait qu'on est en Méditerranée et que de plus en plus la classe se fait dehors. On voit ici justement la salle de motricité dont je vous parlais. Quand elle est fermée, cette classe, ce pignon donne sur l'espace public. On connaît toute la difficulté d'assurer la sécurité des enfants et d'assurer leur intimité surtout. C'est une salle de motricité pour des élèves de maternelle. Pauline Guerrier a fait tout un motif, une fois de plus, qui s'est traduit cette fois-ci par des vitraux. Je n'ai pas encore de photos de ce lieu-là, on vient de le livrer. Qui apporte par la tonalité, comme a pu le faire, j'ai en tête Soulage, comme il a pu le faire pour les vitraux de l'abbaye de Conques. Une opacité plus ou moins importante. Tout à l'heure, on était sur des inclinaisons de briques. Là, on est sur une opacité plus ou moins importante des éléments de vitraux qui restituent la topographie du village et qui font que lorsque les vitrages sont fermés, la lumière pénètre comme dans une église, mais on ne voit pas ce qui s'y passe. Ce travail conjoint, cet aller-retour entre le site et le projet que vous livrez, c'est réellement quelque chose qui dresse un portrait d'une architecture sensible, on l'a dit, mais surtout qui rappelle le rôle de l'usager. Vous travaillez ces niveaux de l'école comme deux niveaux distincts qui appartiennent aux différents âges des écoliers. Et là, cette topographie qui se révèle dans les vitrages, c'est quelque chose... Vous rendez, vous créez pas vous démolissez pas, mais vous greffez quoi. Vous greffez une nouvelle école au village. Je pense que la beauté forme les enfants. Je crois que ça n'a jamais été aussi vrai. On est entouré d'une violence permanente à toutes les échelles que l'on vit tout au long de la journée. Et je pense qu'il faut qu'on offre aux enfants, nous avons le devoir, et nous en tant que concepteurs, d'offrir aux enfants d'être entourés par la beauté. Je ne dis pas que je fais des bâtiments qui sont beaux, je dis simplement que j'oriente systématiquement ma réflexion pour offrir aux enfants des cadres de vie privilégiés. Il faut se dire que toutes ces classes donnent sur un champ un espace remarquable avec des espaces boisés classés partout, et qu'on a calculé l'altimétrie de chacune des classes pour qu'on profite de cette vue et que l'enfant grandisse au cœur de la nature. Et c'est ces démarches-là qui feront de ces enfants les éclaireurs de demain, comme aime le dire Nina Bouraoui. Ça a été un acte assez fondateur pour moi, mais qui je l'ai découvert toute seule, je l'ai appréhendé toute seule une fois de plus, sans rien théoriser, quand j'ai fait cette petite école tout en bois au cœur du maquis corse, l'école qui s'appelle l'école de la sorcière. Et les enfants grandissent au milieu des champs avec les animaux. Et je pense qu'ensuite, on a un regard adulte très très différent. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Moi, j'ai grandi ainsi. J'ai grandi en pratiquant l'équitation au cœur du maquis corse. Et je suis aujourd'hui une adulte et ça se traduit dans mon métier, en perpétuelle recherche de liens avec la beauté que nous offre cette planète. Vous parlez du fait que vous êtes une fille du maquis corse, et ça me permet de faire le lien avec notre troisième sujet, donc, qui est assez inextricable du sujet du temps qu'on abordait, le sujet du lieu. Pour vous, les limites d'un lieu doivent être spontanées, végétales, peut-être topogéographiques, et le relief se fait à la fois frontière et ligne d'horizon, c'est-à-dire que c'est à la fois une limite et en même temps la promesse d'un au-delà. Et au-delà de ça, je pense que dans vos projets, le lieu est un véritable socle. C'est l'assise d'un projet.
dont les particularités physiques plantent le décor soit d'une histoire locale, soit d'une véritable mythologie. À Nons, sur le littoral ouest du Cap Corse, vous vous attachez à accompagner et à révéler par la promenade ce territoire escarpé, accidenté, où la main de l'homme a posé un village, et comme on le voit plus haut, en haut à droite, des ruines qui furent un château. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et du rapport qu'il souhaite entretenir avec le village, cette promenade que vous créez? Alors c'est un projet qui est en cours d'étude. Ce que vous voyez ici, c'est le site tel qu'il est aujourd'hui. On n'a pas envie d'y toucher. Tant il est beau et encore, on n'a pas de vue. Alors on a, ça c'est une vue ancienne à l'époque où le maquis n'avait pas avalé toute cette espèce de promontoire sur la mer. L'image d'avant est très très intéressante. Ça, c'est une œuvre très importante pour moi, qui est l'œuvre d'Ange Leccia, plasticien. Il crée en 91 la mer. Et quand il est fou amoureux de Nonza, il est très très proche du maire de Nons, qui est devenu un ami. Et tous les trois, on réfléchit ce projet ensemble depuis des années. On fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait le projet avant d'avoir trouvé des commanditaires et des financements, je dirais. Mais on va y arriver. Cette photo, Ange la prend en rentrant dans une résidence d'artiste qu'il fait au Japon, où il arpente la nature d'une façon très très différente. Quand il est en contact avec des artistes japonais, il revient avec un regard transformé. Cette plage de Nons qu'il a prise en photo sous toutes les coutures depuis qu'il est enfant, il revient et il la prend en mettant son objectif à l'horizontale depuis le château que vous montriez en ruine tout à l'heure. Et tout se transforme. Et moi, je vois cette image et je me dis, mon Dieu, mais la mer, moi qui regardais le rivage sans cesse enfant, et je me disais que c'était une ouverture à tous les horizons en tant qu'enfant corse, et je n'avais rien de l'enfermement insulaire dont on peut nous parler. Au contraire, j'avais un désir de quitter l'île, d'émancipation. Cette eau, il faut le voir en mouvement, c'est une œuvre vidéo qui vient et qui ravine ensuite contre les rochers, contre ce sable noir, et qui repart avec toute cette écume. Et pour moi, c'est l'autre, c'est une altérité, et je pense que c'est l'idée d'Ange, hein, mais à mon petit niveau, c'était l'idée de dire que les choses se mélangent, que l'on garde toujours quelque chose d'un voyage, et qu'on revient avec autre chose, on s'est certainement échangé nos cultures. C'est ce que je souhaitais retrouver sur le voyage initiatique que l'on va faire en traversant, en contournant cette espèce de presqu'île, en faire un voyage qui fait que l'on repart et on revient différent, enrichi. C'est des rencontres. Bon, je crois que notre métier, c'est ça. Enfin, du moins, ma façon de l'exercer à moi, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire ce soir, ce sont des rencontres et ce sont des dialogues. C'est pour ça que pour moi, il est impossible d'imaginer ce qu'on est en train de faire sans avoir une altérité face à moi. Ce projet, donc, c'est l'idée de relier entre elles différentes entités qui composent le village de Nons, mais au lieu de simplement les relier et de les valoriser, vous créez de nouvelles choses. Vous voulez ajouter des choses au parcours et vous caractérisez, dans un dessin très intéressant, 9 entités. 9 entités que sont l'ascension, la tour, la plongée, la passerelle, le château, l'amphithéâtre, le belvédère, le rocher et le maquis, que vous reliez par un parcours artistique. Est-ce que vous pouvez nous parler de la commande de la commune et de la manière que vous avez de la satisfaire, de l'imaginer en tout cas? La commande, elle est extrêmement libre. La commande du maire de Nons, elle se fait d'abord à travers une personne qui a disparu aujourd'hui, touchée par le Covid. C'est le premier maire de Nons. Quand cet homme disparaît à cause de cette maladie, c'est Jean-Marie qui récupère ce projet et qui, à mon avis, y met d'autant plus de force qu'il faut honorer cet homme qui a disparu et qui aurait voulu que ce projet sorte. Je crois que la liberté, pour nous, elle est totale. Il nous fait confiance.
Ange et moi, ce sont mes compagnons de route qui sont habituellement des écrivains, des poètes, que sais-je encore. Cette fois-ci, c'est un maire et un plasticien, deux hommes de qualité humaine exceptionnelle et deux hommes amoureux de leur village. Et c'est en les écoutant, c'est en discutant que je traduis ensuite ce qu'on s'est raconté en geste architectural, comme on peut le faire finalement pour la cité génoise avec la parole des Ajacciens plus tôt. Et alors on se fait peut-être plus discret, plus observateur, pour ensuite avoir le désir de leur faire ce cadeau-là et de voir quelle est la réaction quand on commence à raconter le projet et que les choses deviennent de plus en plus concrètes. Et là donc, c'est une esquisse, mais chaque objet est censé vous plonger dans une forme d'introspection pour avoir un retour, pour avoir appris quelque chose quand on rentre, je dirais. Et c'est face à la beauté, mais totalement disproportionnée, la beauté qui avale de ce lieu, de cet horizon sans fin. Quand on est sur ce promontoire du Cap Corse, et j'imagine encore plus quand les éléments se déchaînent, il faut imaginer que cette passerelle est suspendue à 200 mètres au-dessus de la plage. On se joue des éléments, on joue avec la nature pour offrir du grandiose. Simplement, avec une toute petite ponctuation, on vient révéler ce qui est déjà là. Voilà, le déjà là de tout à l'heure. Vous écriviez à propos de ce projet, l'image qu'on voit ici d'ailleurs évoque peut-être un peu le couvent Saint-François, avec cette insertion d'une entité, le château, dans la ruine. Vous écriviez donc à propos de ce projet, en résonance avec ma volonté d'avoir préservé et sublimé les murs du couvent Saint-François à Sainte-Lucie de Tallenne, je veux que les pierres de la tour de Nantes et celles des ruines qui l'entourent soient serties d'un écrin invisible, que seul le visiteur remarquera quand il s'arrêtera. Je crois aux forces du temps, à l'empreinte des esprits qui l'ont marqué. Est-ce que c'est quelque chose ici, cette empreinte du temps, comment est-ce que vous la restituez dans votre projet ? On a remarqué que sur cette tour qui a perdu tout son enduit, la tour carrée de Nonze, vous voyez apparaître toutes les strates du schiste qui se mélangent à des strates de terre cuite. Il y a tout un mélange comme ça qui s'opère de matériaux et qui crée malgré eux un esthétisme assez puissant. Dans nos recherches qui vont parfois assez loin, on trouve une référence qui parle de cet artiste chinois qui arrive à restituer justement en faisant des... Comment on appelle ça c'était encore une histoire de réemploi avant l'heure. Il vient ramasser tout ce qu'il trouve autour du site et en fait des façades. Et l'idée qu'on a commencé à explorer avec Jean-Marie, le maire, est peut-être d'aller faire toute une campagne de ramassage participative pour impliquer tous les habitants du village de tous ces matériaux qui se sont retrouvés dans les restanques des jardins, y compris les jardins privés, de schiste, de terre cuite, et de venir comme ça recréer une peau qui soit faite d'un petit peu de chacun. Et il va falloir que l'on trouve la façon technique de pouvoir rendre solidaires tous ces matériaux ensemble, mais c'est un petit peu ce qu'on a commencé à esquisser à Villeurbanne, avec cette identité que porte le bâtiment et le fait de le scarifier comme le faisaient ces personnes de cette tribu à côté de la Fondation Zinzou. Je dois dire que moi, je fais preuve d'une grande liberté. Après, les maîtres d'ouvrage l'acceptent ou pas. C'est pour ça qu'on fait des concours. Je pense qu'il faut de l'audace dans les concours. Je fais preuve d'une grande liberté quand je dis que je ramène une partie du continent africain à Villeurbanne. Ici, on parle
d'une référence qui est un artiste chinois. Je pense qu'il faut aujourd'hui dans nos bâtiments un équilibre entre universalité et une forme de régionalisme. Cette convocation et cette résurrection d'un lieu par le régionalisme et par le vernaculaire, c'est quelque chose que vous avez développé lors d'un concours malheureusement perdu, qui visait la réhabilitation, la résurrection en fait de la place du Diamant, qui est l'une des places centrales d'Ajaccio. Dans tout ce projet, vous avez à nouveau mobilisé, entre autres, la notion de chronotopie que vous convoquiez à l'école avec l'idée de pouvoir mobiliser plusieurs usages au sein d'un seul et même lieu, mais surtout, vous avez rappelé l'histoire d'un lieu. Vous avez à nouveau arpenté le terrain avec Lisa Terrazone. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et de la place qu'ont eu vos interlocuteurs dans la remémoration de l'histoire de la place du Diamant? Alors ce concours, c'est effectivement un concours perdu. On était pourtant les moins chers, mais bon, c'est les mystères des marchés publics. On est contigu à la cité génoise. Je m'occupe de la citadelle avec Alain Charles, je m'occupe de la cité génoise avec Jean-Louis Knidel, le paysagiste, et là, la place du Diamant, la place où j'ai grandi enfant, où ma mère avait plusieurs boutiques là, mes grands-parents habitaient ici, je pensais réellement que c'était à moi. Donc ça me donnait une espèce de désir de gagner immense. Je convoque Lisa Terrazone, notre historien favori Antoine-Marie Graziane, et puis une nouvelle compétence, une femme exceptionnelle qui est Angélique Kilikini, qui est une botaniste. Cette femme est chercheuse, elle a découvert des espèces très particulières, des espèces botaniques en Guyane. Elle est revenue faire partager son savoir en Corse. Donc aujourd'hui, elle vit à Ajaccio. Je rencontre cette femme après avoir restitué toute l'histoire de cette place, où on se rend compte que cette place, au départ, c'est un jardin botanique que Napoléon Bonaparte veut offrir à son père, Charles Bonaparte, encore lui. Et il y a une histoire entre père et fils qui est exceptionnelle, et on se dit, et pourquoi pas le faire nous en 2024 ? On voit la dimension tout à fait minérale qu'elle a pu avoir dans les années 70-80. Enfin, on ne voulait rien de tout ça. Qui dit jardin botanique, dit se rapprocher d'une botaniste digne de ce nom, et c'est cette Angélique Kilikine qui avait imaginé dans un de ses livres un jardin qui serait une espèce de manifeste, notamment vis-à-vis du réchauffement climatique, et qui serait le moyen de faire comme une géographie botanique qui se déclinerait du maquis le plus sauvage, le plus proche de l'eau, à des choses qui montrent un épanelage de plus en plus élevé, je dirais, où la nature est de plus en plus domestiquée par l'homme. Et en créant ce projet-là, on remettait Ajaccio sur le devant de la scène méditerranéenne, où il existe en Méditerranée, je pense que vous le savez, toute une série de parcs botaniques, de jardins botaniques comme ça. On faisait de ce projet de parc, de place, quelque chose qui était bien au-delà d'un simple parc dans un quartier en Corse. On faisait d'Ajaccio, vous voyez cette carte de violer, ce plan cette perspective de Viollet-le-Duc qu'on a voulu aussi récupérer pour récupérer les axes auxquels il avait pensé, d'un projet qui n'a jamais existé. Voilà, le projet était pétri de tout ça. Et on nous a reproché notre audace, le fait d'avoir imaginé un parc botanique qui allait nécessiter beaucoup d'entretien, alors qu'il était le support de 1000 applications pédagogiques. Et on remettait Ajaccio dans sa dimension de ville scientifique qu'elle était au XIXe siècle. La bibliothèque Fesch abrite des ouvrages de botanique exceptionnels.
Et je trouvais tellement intéressant de se dire que le prétexte de réhabiliter cette place était l'occasion de révéler, de remettre à jour ce passé peu connu de la ville d'Ajaccio, qui était forcément très influencé par l'amour de Napoléon Bonaparte pour la science. Son voyage en Égypte. Encore une fois, la grande histoire touche à une histoire plus petite qui est celle d'une ville. Mais ce parc n'existera pas. Pourtant, vous aviez pensé, en plus de cet axe, de considérer ces flux urbains, vous aviez envisagé plusieurs types d'usages et d'appropriation de cette scène par les Ajacciens. Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez nous parler, ce rapport qui aurait pu exister entre les Ajacciens et leur ville? Et d'ailleurs, pourquoi vous avez convoqué Lisa Terratson pour ce travail? En fait, vous sentez la frange de la cité génoise dont on a parlé tout à l'heure, pour laquelle Lisa m'a accompagnée pour connaître la position des Ajacciens, révéler l'âme du lieu pour ensuite avoir l'intervention la plus juste qui soit. Cette place, c'est une place qu'il fallait traverser. On est sur des surfaces qui sont très très conséquentes. Regardez l'échelle de cet objet face à la mer. C'est une position géographique exceptionnelle. Il était pour nous essentiel de se dire qu'il fallait qu'à nouveau elle soit traversée. Et pour faire en sorte qu'on la traverse, il fallait qu'elle ait quelque chose de très attractif. D'où l'idée de ce parc qui venait ceinturer cette place, qui elle ensuite se transformait en espace capable et venait accueillir la majorité de tous les... c'est une ville très festive, donc il y a énormément de spectacles, il y a énormément d'animations tout au long de l'année dans cette ville. Et c'était l'occasion on enlevait on revégétalisait, je dirais, cet espace public. C'était une place doublement capable, puisque c'était également une infrastructure qui accueillait des espaces de parking dont on sait qui manquent en Corse. Ouais. Donc il y a une vraie problématique de stationnement, et en particulier à Ajaccio, qui rendent la ville parfois impraticable. Et tout un travail avait été fait avec notre paysagiste, qui est encore l'agence APS, sur la façon de venir concevoir ce qui se passait sur la dalle du parking et l'implantation, tout le nivellement du projet, pour pouvoir faire pousser des arbres de haute tige. Je crois que notre conversation touche à sa fin, avec quand même quelques détails assez impressionnants, le rapport entre l'extrêmement technique et le végétal, cher à Charles Bonaparte. Je vous remercie infiniment, Amélia, d'avoir participé et de m'avoir permis de participer à cette discussion et de nous avoir transportés au gré de la poésie et la poétique, justement, de votre architecture. Avant de clôturer notre conversation, on va peut-être laisser la parole aux invités, aux membres du public qui voudraient poser des questions à Amélia. Merci beaucoup, Amélia Tavella et Clémentine Roland, pour cet entretien très impressionnant. Il y a 2 bénévoles qui passent à travers les rangs et qui vont vous passer des microphones. Vous pouvez poser vos questions en français ou en allemand. Oui, bonsoir et merci vraiment pour votre dialogue, parce que c'est magnifique. Je trouve que je suis convaincue par finalement ce rapport entre 2 personnes, l'altérité, comme vous disiez. Et je me dis que vous êtes né en Corse, c'est une île avec tous ses reliefs, et j'avais envie que vous nous parliez du sol, parce que je trouve qu'il est fondamental. Est-ce que vous pourriez vous passer de ce sol qu'on voit les écoles et le rapport des enfants entre la salle de classe et le sol qui est des fois peu traité ou qui a du gravier, de la terre? Comment dire, est-ce que vous pensez que cette terre de Corse, finalement, vous guide continuellement dans tous vos projets? Est-ce que vous pourriez même, parce que vous travaillez en Corse beaucoup, mais aussi à Villeurbanne, ailleurs,
voilà, j'avais envie que vous nous en parliez de cette histoire-là. Merci. Merci. Je crois que la notion de socle, et je l'ai appris au contact, moi je suis architecte au départ, donc je l'ai appris au contact d'urbanistes et de paysagistes que j'ai côtoyés quand j'ai fait des projets à échelle plus urbaine. Le sujet du socle est d'une importance phénoménale. Encore plus en Corse, puisqu'il s'agit sans cesse souvent de déclivité et de s'inscrire dans la pente. C'est ce qu'on fait avec Rudy Ricciotti, avec le conservatoire Henri Thomas à Ajaccio, en offrant une double perception, une perception d'un bâtiment signal depuis une avenue très passante que l'on voit en véhicule d'assez loin. Le bâtiment est un R+2, et puis une échelle beaucoup plus adaptée à celle du piéton, côté accès au bâtiment, au début de la pente, où le bâtiment se résume à un rez-de-chaussée, et puis on peut monter sur son toit qui devient un parc. C'est un petit peu cette démarche-là que j'ai eue également pour l'école de Loum, qui s'inscrit dans les restanques de ce village qui a une vue sublime sur la baie de Calvi. Je crois que la complexité du territoire corse et de son relief m'ont appris cette exigence sur la façon d'intervenir sur d'autres territoires qui me passionnent tout autant que la Corse aujourd'hui. Et quand je vous dis que j'ai quitté mon île, j'ai autant de plaisir à construire aujourd'hui ailleurs qu'en Corse, parce que je tombe finalement avec cette pratique-là d'archéologue et d'enquête, je tombe amoureuse de tous les territoires que je côtoie. Eh bien, j'ai même réussi à construire dans la pente en Normandie. Même quand c'est extrêmement plat, on arrive à trouver une façon de composer avec elle, je dirais. Et puis après, vous parlez de terre. Moi, dans la terre, résonne depuis ce projet avec la famille Guigal la richesse d'une géologie. Quand je dis géologie, je parle de ce qui se passe dessous et ce dont on doit prendre soin. C'est comme ça qu'on a de ces vins. Les vins donnent la tendance de la qualité du sol, je dirais. Et de la même manière pour cette eau à Aubalia, à Ballaruc-les-Bains. J'ai pendant très longtemps souhaité ne construire que dans des endroits retirés. Donc je construisais des écoles perdues dans le maquis, j'intervenais sur des couvents en ruine, j'allais toujours dans des endroits qui étaient extrêmement cachés, parce que comme ça je me retrouvais seule face à cette terre, seule face à ce sol, et c'était d'un luxe inouï. Et puis petit à petit, en grandissant, j'ai accepté d'investir, et notamment à Villeurbanne, à Cabriès, et puis dans d'autres territoires, des lieux urbains beaucoup plus... qui étaient beaucoup moins évocateurs pour moi au départ, jeune architecte, et qui le sont encore plus aujourd'hui, qui sont d'autant plus bavards aujourd'hui et qui m'influencent énormément. Mais tout est parti de la nature et de ce sol. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Moi, je n'avais pas une question, mais une observation. À travers ton regard sur les lieux existants, et je pense au projet de Nonza, qui aujourd'hui n'existe pas, dans une certaine mesure, ton travail d'architecte consiste à nous faire regarder ce qui existe, et peut-être regarder à travers, on verra à Nonza, à travers ton acte d'architecte, partager une certaine vue, une certaine vision des choses. Voilà. Et c'est ce que je m'attelle en tout cas à faire, souvent dans tous les bâtiments, mais d'une façon tout à fait appuyée, dans les bâtiments qui accueillent de jeunes enfants. Parce que ça rejoint cette idée que la beauté soigne.
Les jeunes enfants et les adultes, tu as raison. Les grands enfants que nous sommes. Pour revenir à Nonza, est-ce que... Moi, je connais, il se trouve que je connais Hans Leccia depuis 30 ans, et je trouve que tu le fais revenir 30 ans en arrière sur la manière de... il y a 30 ans, Hans Leccia, il ramassait des bouts de bois flottés, et il en faisait des sculptures, et tu le ramènes au même endroit. Donc, il va devenir éternel, finalement. C'est fou, hein. Tu connais Hans Leccia? Oui. Heureusement que j'ai pas dit de conneries. Pardon? Non, non, je dirais pas. Non, mais tu vois toute la richesse de la transmission, et notamment de ces deux hommes. On a un maire qui est tailleur de pierre, Jean-Marie, et puis on a un homme qui est plasticien, fou amoureux de son île, comme je le suis moi aussi, et on a deux façons de la regarder et de lui rendre hommage complémentaires, finalement. Et c'est par Ange, qui est touché par ma façon de faire, que je rencontre le maire, et que les choses se tissent petit à petit. Merci. Les Français sont moins timides. Pas d'autres questions pour Amelia Tavella? En allemand, peut-être? Je réponds en allemand, hein, je vous promets. Très bien, merci à tous. Merci Amelia. Merci. Merci pour cet échange.